Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'entretien. Ce matin, nous recevons un homme qui fait de son engagement pour la jeunesse une véritable mission. Il a, par exemple, marché des kilomètres pour porter la voix des jeunes. Il a connu la prison et il continue aujourd'hui de se battre pour, dit-il, un Bénin où chaque jeune a sa place. Il s'appelle Thibaut Ogou, jeune activiste et président d'un mouvement qu'on appelle Alliance Conclave de la jeunesse. Récemment libéré après 38 mois d'incarcération, il est devenu pour beaucoup le symbole d'une jeunesse béninoise en quête de repères et de justice. Nous allons parler de son parcours, de son combat, de sa vision pour l'avenir, mais surtout de la jeunesse elle-même, de ses modèles, de ses aspirations et de ses défis face à un monde politique en pleine mutation. Monsieur Thibaut Ogou, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, madame. Comment vous vous portez? Ça va. Bien. Alors, merci d'être avec nous ce matin. On vous connaît en tant qu'activiste politique, monsieur Ogou. On vous a vu dans quelques mouvements ça et là, mais on veut bien connaître le personnage. Pouvez-vous nous dire qui est Thibaut Ogou? Merci beaucoup. Merci aux auditeurs et merci à tous ceux-là qui vraiment épousent l'idée de Thibaut Ogou. Je suis Thibaut Ogou, un citoyen béninois, Oui. président du mouvement Alliance Conclave de la jeunesse, un cadre de réflexion de jeunes qui préfèrent plus la justice que l'injustice. Un cadre de jeunes qui rassemble ses valeurs autour de la démocratie et milite pour la jeunesse engagée. Donc, nous sommes dans un combat actuellement contre le gouvernement de la rupture. Nous sommes du côté de l'opposition. Nous sommes des jeunes qui se préparent réellement à relever le Bénin de demain. Est-ce que Thibaut Ogou a un métier spécifique ou bien vous faites de l'activisme votre métier? J'ai d'abord travaillé dans la gendarmerie béninoise pendant 10 ans, avant que la fusion police républicaine gendarmerie ne vienne. J'ai déposé le paquetage. Après, je suis devenu un promoteur d'ONG. Je suis le promoteur de l'ONG Relais, Réseau des leaders pour la solidarité. On intervient même actuellement dans des zones reculées pour la sensibilisation, puisque les enfants sont dans les vacances, la sensibilisation de 0 cas de grossesse chez les filles mineures. Nous sommes en train de sensibiliser les gens dans les hameaux actuellement pour ça. Et qui vous finance? C'est une question très cruciale et bien basée. Le financement vient seulement de nous membres. Il y a des jeunes, il y a des partenaires qui, quand ils voient que nous sommes dans leur localité, ils se disent pourquoi ne pas accompagner cela et ils nous viennent en aide. La dernière fois, on a été genre nous amuser et donner la joie aux infirmes de Boycon la dernière fois. C'était avec l'accompagnement personnes vivant avec un handicap. Oui. C'est la formule. Oui, les personnes vivant avec un handicap. Et on était resté avec eux juste pour leur redonner une joie de vivre et leur montrer que avec leur handicap, ils sont acceptés dans la société. D'accord. Vous dites que vous êtes dans un combat avec les jeunes autour de vous qui épousent votre combat. Mais quel sens Thibaut Ogou donne à cet engagement? Mon engagement, c'est un acte de service que je dois rendre à ma génération. Parce qu'on dit que si un combat concerne une génération, soit elle s'y met ou carrément elle reste spectateur de ce combat jusqu'à la victoire de celui-là peut-être qu'il est en train d'observer. Je suis dans un engagement de service envers ma génération et je pense bien que je suis en train de préparer des jeunes capables pour bien diriger le Bénin de demain. Que représente pour Thibaut Ogou ce rôle de défenseur peut-être de la cause de la jeunesse béninoise?
Non, c'est une mission, premièrement, que je dois assumer. C'est une volonté. Vous savez, tous, nous ne pouvons pas accepter à des moments l'injustice. Donc, si tu te retrouves à la place d'un porte-voix des sans-voix, tu ne ferais que te dire à Dieu la gloire. Parce que à lui seul la gloire et lui seul sait où il t'envoie, dans quel combat il t'envoie et lui seul sait comment t'en sortir. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui n'est que guidé par l'instinct de Dieu. Qui compose concrètement cette jeunesse béninoise-là pour laquelle vous vous battez? Il y a qui dedans? Et c'est vous, justement. Vous composez cette jeunesse, justement. Donc, vous vous battez pour moi aussi? Vous composez cette jeunesse. Le jeune qui est vulganisateur à Tchantangou là-bas compose cette jeunesse. Ce jeune-là, actuellement, qui est en train de nous regarder, même à Papané, compose cette jeunesse. Ce jeune même qui travaille aujourd'hui à la présidence compose cette jeunesse. Donc, nous sommes là pour regarder, reviver, genre, la pensée. Mais personne ne vous a donné ce mandat. Personne ne vous a donné ce mandat. Mais je vous ai dit tout à l'heure que j'appartiens à une génération et que cette génération doit vraiment s'imprimer. Et je dois me battre pour que cette génération s'imprime. Parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, dites-moi s'il y a un renouvellement de génération dans la gérance de notre pays. Si ce n'est pas les mêmes qui étaient témoins de conférences nationales d'indépendance qui sont toujours là jusqu'à présent. Vous insistez sur l'injustice. Oui. Alors, comment le matérialisez-vous? Ce n'est pas seulement la jeunesse béninoise. C'est les 13 millions d'habitants qui sont victimes de cela. De l'injustice. De l'injustice. OK. Parce que depuis des moments, vous allez remarquer qu'il y a des lois qui sont votées dans notre pays. Et ces lois ne sont pas expliquées dans les recoins, dans les hameaux. Et ces lois ne sont pas expliquées à la jeunesse. Je parle par exemple du code numérique, justement. Vous voyez, c'est des choses où il faut l'éducation, il faut l'enseignement et il faut vraiment chercher à inculquer dans la tête de la jeunesse. Mais si la justice qui veut frapper n'essaye pas d'enseigner ce qui n'est pas bon à cette jeunesse, sachant bien que cette jeunesse que nous composons aujourd'hui, que nous constituons aujourd'hui, n'est pas bien éclairée en toutes choses. Donc, il lui faut de guide, il lui faut un berger pour pouvoir au moins lui expliquer à ceux qui ne tombent plus dans sous les coups de la loi. Donc, c'est ça l'injustice. C'est l'injustice. C'est ce que vit. Si vous voulez, je veux bien vous développer. Oui, moi, je vous écoute. Vous êtes là pour cela. L'injustice que nous vivons aujourd'hui, c'est l'injustice qui a commencé en 2016, où les bonnes dames ont été cassées au bord des voies. Beaucoup d'entre elles, depuis 9 ans, sont encore en prison parce qu'elles avaient octroyé des dettes. Et ces dettes, aujourd'hui, il y a ces institutions, ces organisations qui sont derrière elles et la justice est là. Maintenant, et si, au moment où on voulait casser ces choses, on les avait prévenus, on les avait préparés à encaisser cela, croyez-vous que ces mamans ou bien ces papas, ces jeunes qui ont vu leurs marchandises mises dans genre balayées comme ça, ceux-là n'allaient pas se préparer, ils allaient se préparer, c'est de l'injustice. Si aujourd'hui... Vous êtes sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas eu de sensibilisation? Quel genre de sensibilisation avec les ragots de Toboula? Il y en a qui ont souffert de ça et qui continuent. Mais parler d'injustice. L'injustice, c'est tout comme si on les prive d'un droit. Attendez, le droit d'information. Pour faire ces opérations de libération de l'espace public, ce qui n'avait pas été fait. Il y a eu des sensibilisations. Il y a eu au moins 500 jeunes. 500 jeunes recrues, douaniers, qui ont été reversés. Quel a été leur sort? Les AME, quel est leur sort? Ceux qui ont été renvoyés à la retraite forcée la dernière fois. Il y en a qui sont dans des hôpitaux aujourd'hui avec l'AVC et qui sont à 1 seconde peut-être de la mort. Nos mamans,
qui peut-être sont mises en déroute aujourd'hui, composantes de Dantopa, et qui n'ont même plus de frais pour pouvoir aller réserver leur stand. C'est de l'injustice. L'injustice, c'est ce que quelqu'un, un jeune, qui a une idée et qui se dit, avec les réseaux sociaux, je peux faire une communication et commencer par faire des publicités et gagner au moins quelque chose. Voilà qu'il n'y a pas d'emploi et qu'il y a la précarité d'emploi dans le pays. Mais ce dernier maintenant commence. L'État qui doit normalement le guider ne l'a pas guidé. À la fin, qu'est-ce qui a été fait? On a fermé leur moyen de communication. Je veux faire allégeance à Nadia Dirouin, à votre sœur Pisse, qui ont vu, sans parler de mon grand frère Vigile Avancé, qui ont vu leurs organes suspendus. Bien avant eux, il y avait Soleil FM. Il y avait eu beaucoup, c'est de l'injustice. Nous avons subi, nous en avons encaissé. Alors, que faites-vous peut-être, Thibaut Ogou, de ce qu'on appelle l'autorité de l'État? L'autorité de l'État doit être accompagnée de quelque chose. L'État ne peut pas se lever et dire qu'il veut faire telle chose sans penser, genre, au préjudice, genre, à la négativité et à la positivité. L'État, genre, c'est comme si l'État ne fait pas une étude de l'être humain que l'État est censé protéger par l'armée béninoise. Donc, ils ne font pas cette étude, ils se lancent dedans. Et quand ils se lancent dedans, ça retombe sur le bas peuple. Quand ça retombe sur le bas peuple, ça commence par grogner. Et quand ça commence par grogner, il y a l'armée qui vient. Vous n'avez pas l'impression que vous prenez la chose peut-être par un mauvais bout, peut-être toujours chercher à défendre le faible par rapport à l'État que vous estimez trop grand pour protéger ces faibles-là? Pourquoi ne pas protéger le faible? Pourquoi se baser sur l'État? Sachant bien que l'État qui est censé, par une constitution, protéger l'être humain, c'est cet État qui, on voit que vraiment l'être humain n'est pas sa chose, mais que c'est, excusez-moi, beaucoup de choses que je ne voudrais pas pour le moment prononcer, qui est l'objectif de l'État, alors que l'État est censé, protéger l'être humain, assurer au moins à ce que l'être humain puisse manger 2 fois par jour, et genre, tout ce qui concerne le bien-être, que nous sommes êtres humains. Mais l'État aujourd'hui béninoise, non, dites-moi une vérité de vous à moi. Vous vous voyez dedans? Je note que la jeunesse dont vous parlez finalement, c'est un ensemble, mais ce n'est plus que, ce n'est pas seulement les jeunes. La dernière fois, par exemple. C'est autant le jeune que le vieux en réalité. C'est ce qui est normal. La dernière fois, par exemple, quand il y avait le mouvement qui était invité à une activité en Côte d'Ivoire, une activité panafricaniste, où c'était dénommé Osons l'Afrique. Mais on a compris que être jeune, c'est dans la tête. Même là où le président Patrice Talon est. Mais il lutte, il se dit qu'il lutte pour la jeunesse. À sa manière. Même si nous ne nous voyons pas dedans, il y a des tranches de jeunes qui se voient dedans. Le président Patrice Talon est jeune. L'ancien président, Dr Thomas Boniaï. Il est aussi jeune? Il est jeune, justement. Ah, d'accord. Parce qu'il lutte pour la jeunesse. Être jeune, c'est pas seulement la force physique. Non, c'est pas seulement la force physique. D'accord. C'est pas le courage. Mais c'est la pensée. Si le président Talon n'était pas jeune, la rupture ne serait pas en train de faire l'éloge des réalisations des infrastructures aujourd'hui. C'est parce qu'il a eu d'ambition. Il a envié, parce que chaque fois quand il voyage, il voit, il se dit, mais comment copier ça? Voilà que bon, on a copié, mais pour la réalisation dans le pays, excusez-moi, c'est l'imposition. Tu le veux ou tu ne le veux pas, je suis le chef, je dois le faire. C'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on continue. Et c'est ça votre combat à vous. Vous avez dit que vous faites des sensibilisations pour que... Je sensibilise par mon organisation, bien sûr, la jeunesse à prendre sa responsabilité et à savoir que si on n'écrit pas notre histoire, une autre personne, une autre génération, plus ancienne, 3e, 4e peut-être, qui nous ont précédés avant que nous ne venions là,
c'est eux qui continuent de gérer. Et ils vont toujours continuer de gérer. Donc, jeune, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, Parakou, Lokossa, Ifani, Onibolo, Idigni, partout dans le Bénin, même chez moi à Bante, tu dois savoir que ce combat, ça te concerne. Que tu sois de la mouvance ou de l'opposition, hein, le Bénin, c'est ça qui nous réunit. C'est ça qui nous unit. Et on se tue pour le Bénin. Parce que nous voudrions que notre génération vienne trouver un pays merveilleux. Mais ces combats que vous menez, Monsieur Thibault Ogou, mettent en évidence une question cruciale. Comment, justement, la jeunesse que vous défendez peut-elle s'engager sans être manipulée ou instrumentalisée alors pour des combats du jeu? Comment vous percevez cela concrètement? Il faut d'abord que la jeunesse soit ambitieuse, créative et ne baisse jamais les bras. Si vous êtes ambitieux, vous allez savoir que vous n'allez pas vous mettre sous la veste d'une autre personne pour croire que vous êtes en train d'évoluer. Vous n'allez pas voir la silhouette d'une personne passer et avoir peur. Soyons ambitieux. Soyons créatifs. Parce que dans cette créativité, ceux-là que nous sommes en train de dire qu'ils sont aînés et que la jeunesse doit s'imposer là, ils nous copient. Ils nous copient parce qu'ils sont, c'est que, ils sont calés dans leurs idées. Et ils sont obligés de se référer vers la jeunesse. Et c'est pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui sont des porteurs de valises. Ou ils ont qualifié ça de parrain. Si mon parrain ne dit pas, je ne dis pas. Si mon parrain ne dit pas, je ne dis pas. Mais au sein de l'Alliance, c'est pas ça. On dit ce qu'on ressent. On n'a pas dit, on veut suivre un parrain, on veut suivre. Non. Il suffit juste qu'on se réunisse entre nous. Et qu'on démocratiquement qu'on prenne des décisions. Et qu'on se lève sur une feuille de route. Mais justement, dans cette ambition, les jeunes ont besoin quand même de repères ou de modèles, si vous préférez. Qui vous inspire déjà, vous, dans ce combat que vous menez? Qui est votre modèle? Quels sont vos repères? Il y a les Thomas Sankara qui m'ont inspiré. Les Mandela qui m'ont inspiré. Il y a tout ça. Il y a beaucoup de Martin Luther King. Au Bénin ici. Oui, au Bénin. Il y avait les Jean Plia qui m'avaient édifié. Il y avait le Monseigneur Isidore de Souza qui m'avait édifié. J'ai beaucoup de grands frères qui m'édifient. Même le président de la République, il m'édifie. Et comment captez-vous le nécessaire de comment il vous inspire pour incarner ce que vous faites? Je suis créatif. Mais l'Alliance est créative. Donc on aime s'inspirer de nos propres expériences et de ce que vit la population béninoise. On ne voudrait pas se baser sur quelqu'un pour dire que c'est l'image, c'est ci, c'est ça. Non, parce que ce que nous voudrions pour notre Bénin, on n'en a pas encore. Et un jour, on l'aura. Monsieur Thibault Ogou, pour continuer, votre engagement a été très marqué. On vous a vu très à charge contre le régime Talon. Vous avez donné une idée, mais qu'est-ce qui vous oppose concrètement à ce régime? En fait, je m'oppose à ce régime parce que ils sont dans un système où on le veut ou on ne le veut pas, on doit assumer, on doit encaisser. Est-ce avec l'imposition qu'on gère? Non. Bon, ça c'est votre lecture à vous. Non, c'est pas une entreprise, le pays, justement. Si c'était votre entreprise, c'est vous qui voudriez, c'est vous qui aviez l'image que vous voudriez pour que votre entreprise puisse bien émerger. Mais concernant un pays, mais nous sommes venus de diverses horizons. C'est parce que de 2016 jusqu'à aujourd'hui, le peuple béninois a toujours été un peuple très tranquille, très calme. Que malgré tout ce qu'on a subi, on est toujours là, on se dit, nous savions très bien que le mandat finira peut-être pour eux, ils partiront. Nous avons toujours espoir. Et on s'y accroche toujours. On s'y accroche toujours. Donc, revenir sur ce plan, c'est comme genre me mettre à qualifier quelque chose que un sage, même de loin, voit que c'est sale. En fait, c'est pas propre. Je sais très bien que c'est pas propre. Et pourquoi ne pas dire que c'est pas propre?
Et ce positionnement est spontané chez vous ou bien on vous a aidé à le prendre? Qui va m'aider à le... Si on m'avait aidé à prendre cela, je parie que peut-être depuis ma sortie, j'allais déjà faire une allégeance à un parti politique. Parce que j'allais être obligé de faire la volonté de celui qui m'a obligé. La jeunesse doit penser à ça. Ne soyons pas des porteurs de valises. On vous a vu très vif en 2021 à travers cet engagement que vous avez aujourd'hui. Monsieur Ogou, quel rôle avez-vous joué exactement et concrètement dans ces événements de 2021? Je n'ai joué aucun rôle dedans. C'est vrai, je suis un leader politique. Je suis un jeune très engagé. Je suis en communication avec beaucoup de leaders politiques de l'opposition. Mais cela ne veut pas dire que, moi, devant mon organisation, l'Alliance conclave de la jeunesse, en 2021, je me suis mis quelque part pour demander à la jeunesse béninoise de se mettre dans la rue. Si vous avez de ces références, vous pouvez me les donner. Mais pourtant, on m'a traqué à 2h30. À Figueroa ici, hein, juste à côté. À 2h30, où on voulait m'arrêter. Je ne sais pas si c'était pour m'assassiner ou pas. Ça là, c'était passé. Non, vous êtes vivant. Non, grâce à Dieu. Au début, je vous ai dit quoi? Que mon combat se repose dans la main de Dieu. Et si c'était pas par le guide de Dieu, je crois bien que je ne serais plus dans ce monde. Beaucoup ont été témoins. Beaucoup ont été témoins. Dans ma maison, il y a eu, des gens sont venus me manquer en 2020. Ce qui a été signalé. Ce que la justice voulait prendre encore pour me plonger, pour faire croire que bon, c'était une conspiration. Mais je vais mentir sur moi-même. Ma vie, je ne peux pas. Je ne peux pas et je crois bien que mon quartier, Mavon, avait au moins été témoin de ce que c'était comme ça. Donc, et en 2021, il y avait ces mouvements que vous connaissez, 5 ans, c'est 5 ans, etc. Vous ne vous êtes positionné à aucun moment dans ces mouvements, c'est ce que vous êtes en train de 5 dire. ans, c'est 5 ans a été débuté par qui? Le 2 août 2020, j'ai démarré une marche de Parakou pour Cotonou parce que dans les coulisses, on apprenait que il y avait quelque chose qui voulait être voté pour que le président, bien que son mandat finissait le 6 avril 2021, qu'il fasse encore 45 jours. Ce que j'ai refusé. Et j'ai marché de Parakou, plus de 500 kilomètres, je crois, de Parakou, un 2 août 2020 jusqu'à Cotonou, simplement pour lui dire de respecter sa parole qu'il a donnée quand il prêtait serment à Porto Novo, où il disait qu'il ne fera qu'un seul mandat et que ce serait un mandat qu'il servira comme de magie pour les autres chefs d'État, comme exemple. Mais à l'approche, déjà, vers la fin, on entend qu'il va encore prendre 45 jours sur ça. C'est pas normal. J'étais là. Pourtant, c'est pas lui-même qui a voulu le prendre. C'est dans cette discussion de 45 jours où tout le monde, tout le Bénin était contre, même sans une déclaration, même sans rassembler deux éléments de mon organisation, j'étais debout au terrain et on était venu m'arrêter. On m'arrête, qu'est-ce qu'on me dit? Que sur mon mandat de dépôt, je voyais quoi? Appartenance à organisation terroriste. Appartenance à organisation terroriste, pourquoi? Le jour-là, Mario Metonou, le procureur spécial, mais il nous avait traité de quoi? De violents. Et c'est là que j'ai dit, ben, on était violent en quoi? Si j'étais violent, est-ce que j'allais prendre ma volonté moi-même, rentrer dans ma voiture, dire que un lundi de Pâques, j'irai au terrain juste pour me distraire un peu, pour qu'on vienne m'arrêter? Je ne crois pas. Et là, on m'envoie en prison. Arrivé en prison, j'étais là quand j'ai vu les ministres, l'ancien ministre Alessandro Routondi venir. J'étais là quand j'ai vu l'éminent professeur Joël Aïvo venir. Je les ai tous accueillis parce que j'étais le premier qui avait ouvert la porte. C'est là qu'on nous enferme. Où? Dans une salle de 5 sur 6, je vais dire, où on était
à peu près une trentaine, enfermés 24 heures sur 24 heures. Il n'y avait pas d'ouverture. Mais les prisonniers de droit commun avaient le droit de se balader. Je ne sais pas si c'était des consignes, mais je pense bien que dans le temps, on nous avait qualifié de quelque chose, des détenus spéciaux. Je ne sais pas s'il y a de détenus spéciaux et il y a de détenus de droit commun. Détention des détentions, prison c'est prison. Mais ils ont pris au moins le truc là de nous appeler détenus spéciaux. D'accord. Donc vous soutenez que vous n'avez joué aucun rôle dans ces événements de 2021. Moi, je pose la question, monsieur. Moi, je ne sais pas. Dans la tête de savoir que je pose la question. Donc, si vous n'avez joué aucun, vous dites que vous n'avez joué aucun. Non, je n'ai joué aucun rôle parce que je ne sais pas si dans le temps, c'est le fait d'aller à Banté, genre encourager la jeunesse de Banté pour leur dire que le président Patrice Talon en 2021 était à la fin de son mandat et que Dieu merci, notre grand frère Komi Koutié viendra au pays. Je ne sais pas si c'était ça. C'était à quelle époque que vous l'avez fait? C'était en 2020, 2021, à la veille de mon arrestation. J'étais à Banté, c'était à 3 semaines après qu'on m'avait arrêté au terrain. Juste parce que j'étais parti là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a vu que peut-être 2 fois Thibault a eu à parler de Rekiat Madou. Je ne sais pas. Vous avez évoqué un nom, l'ancien ministre de la Communication, je crois, et bien d'autres portefeuilles qu'il a occupés, Komi Koutié. Vous avez été à Banté pour dire au vôtre, parce que c'est votre communauté. Vous êtes de Banté, vous l'avez dit, que Patrice Talon allait finir. Komi Koutié est un grand frère, bien sûr. Justement, quelles sont vos relations avec Komi Koutié? Durant tout le temps que Komi Koutié a eu affaire au pouvoir, oui, et que les Béninois l'ont connu, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais connu. Mais un grand frère étant un grand frère, en 2019, vous n'êtes pas sans savoir que, au moins sous ce régime, c'est 2 fois que j'ai été en prison. En 2019, on m'avait arrêté et on m'avait collé quelle infraction? Excitation à la violence et à la révolte. Donc, on m'avait condamné 1 an. Et dans les 1 an, il y avait l'Assemblée monocolore, excusez-moi, UP et BR. Les deux étaient 8e législature, je crois. Donc, ils ont eu à voter une loi d'amnistie. Cette loi d'amnistie, ce pourquoi ça a été voté, beaucoup sont en train de parler, ça ne va pas sortir de la bouche de Thibault, bien sûr. Donc, on m'avait condamné 1 an quand il y avait l'histoire des 52 jours où on avait enfermé l'ancien président, le docteur Thomas Boni Yahi chez lui. Donc, ça a stimulé l'attroupement où l'État a qualifié premièrement d'attroupement armé. Avec grogne de la société civile, des politiques et autres, ils ont requalifié cela encore en attroupement non armé. Et j'étais dans le 8e mois quand l'amnistie était sortie et on m'avait sorti. Donc je n'avais pas fait les 12 mois. Les 12 mois de prison. Donc, après ces 12 mois, 2021 est tombé dedans. À ma sortie de 2019, je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai jamais vu Koutié durant tout le temps, jusqu'à ce qu'il aille même en exil. On ne s'était jamais vu. On ne s'était jamais même fait truc là. Mais en 2019... Vous n'avez jamais été à un moment donné son assistant, rien de tout ça? Non, rien. Rien ne nous a liés. Rien ne nous a liés. Ce n'est que du candidaton sur ma personne. Donc, en 2019, quand j'étais sorti, Koutié était le premier. Il était le premier qui m'avait appelé et il m'a dit, mon frère, ça finira un jour. Je sais ce que tu as vécu. Vous avez la date ou Non. D'accord. Je n'ai pas la date. Continuez. Mais je crois bien que, parce qu'on nous avait sortis en 2019 dans la nuit, donc il sonnait les coups de 2h, 3h. Ah, c'est juste à la sortie? Juste à la sortie. Je suis sorti, je n'avais même pas encore mis pied à la maison. J'étais sur la route quand il m'a appelé. Mais si rien ne vous liait, comment il a eu votre numéro et tout ça? Vous oubliez Curiosité, hein? Comment est-ce que vous avez eu mon contact?
je ne sais pas si vous allez venir sur la question là, mais c'est comme ceux-là qui sont en train de me demander comment est-ce que vous avez eu l'invitation pour aller. On y reviendra. On reste tout de suite vos relations avec M. Kouché. Donc, par ce geste, mon grand frère, sans vous mentir, je le garde dans mon cœur. Et je me bats aujourd'hui, je me donne, genre, je me mélie partout, juste pour qu'un jour, pas lui seul, Monsieur Komi Kouché, Adiavon Sébastien, ceux-là, je les ai jamais connus. Liadi Soglo, jamais connu. Amadou Djibri, Dame Amadou Djibri, tous ceux-là, Valentin Dianotin, un des pères que en politique, sans vous mentir, un des pères qui est toujours à mon écoute, Valentin Dianotin. Tous ceux-là, vous avez le contact avec lui? Si eux et nous, on ne cause pas, Thibaut, avec son mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse, ne peut jamais aller peut-être ou bien être invité par une activité des dames à Souka. D'accord. De l'ancien ministre Valentin Dianotin. Donc, tous ceux-là, je les salue et je leur dis, je profite en même temps pour leur passer un message. On a fait la prison. Thibaut a fait la prison. Eux, ils sont en exil. Thibaut n'a pas pu faire 2 jours d'exil. Je vous jure. 2 jours d'exil, simplement au Togo, hein. Thibaut n'a pas pu faire. C'est pourquoi Thibaut a dit, même si je vais mourir, pour ce combat que je suis en train de mener pour le Bénin, je suis prêt à mourir. D'accord. Mais un jour, mes frères viendront au pays. Un jour, tous ces martyrs qui sont en prison seront libérés. Et je suis prêt à tout. Revenons. Pour qu'ils viennent. Revenons à M. Kouché qui vous a fait cet appel-là, oui, juste à votre sortie de la prison. Serait-ce là qui vous a galvanisé pour aller faire cette déclaration à Bante en 2020-2021? Ouais, mais c'est normal. J'ai fait la prison. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas pu supporter 2 jours d'exil. Et si Thibaut n'a pas pu supporter 2 jours d'exil, imaginez celui-là qui était en exil depuis 2016. Comment est-ce qu'il sera? Même la dernière fois, bien que c'était sur invitation que j'ai été en Côte d'Ivoire pour une alliance avec le parti du mouvement de la génération capable. Je n'ai pas supporté. Même l'eau de ton pays te manque. D'accord. Donc, ce n'est pas monsieur, peut-être, je pose la question. Hein. Oui, moi, je n'ai aucune intention derrière. Ce n'est pas monsieur Kouché qui vous a demandé d'aller faire cette déclaration à son profit à lui. C'est spontané. C'est ce que vous dites, monsieur Ogo. Ce que j'ai fait concernant monsieur Kouché, l'ancien ministre, à Bante, chez nous, je le fais à tout citoyen. Bien. À tout citoyen, dans le cas. Et je peux, par exemple... Dans le cas, lequel cas? Dans ce cas-là, ceux-là qui sont aujourd'hui en exil, ceux-là aujourd'hui qui sont en prison. D'accord. Donc, une fois que j'ai été à Bante faire ça, et ce que j'ai fait à Parakou pour Dame Rekiat Madougou, c'est parce qu'il y a quelque chose. D'accord. C'est parce que c'est des enfants du Bénin et on se retrouve dans le même combat. D'accord. Alors, depuis qu'il vous a appelé et que vous êtes retourné en prison après pour faire les 38 mois que vous êtes sorti, quel est l'état de vos relations? On est toujours en communication. Qu'est-ce que vous vous dites si c'est pas indiscret? On pense à notre pays. Comment ramener notre pays? Comment faire pour que demain, cette jeunesse que moi, je suis en train d'incarner, puisse au moins, même si c'est peu, manger 2 fois par jour. D'accord. Alors, si vous êtes proche, on peut le dire, de M. Komi Kouché, est-ce que vous êtes également proche de l'ancien président de la République, Boni Yayi? Le papa bonheur. C'est le papa de tout le monde. Moi, je pose la question, est-ce que vous êtes proche de lui aussi? Très proche. Et d'ici là, même normalement, je devrais aller le voir pour lui faire le compte rendu de ce que nous avons eu à faire en Côte d'Ivoire. Il y a une audience qui est en cours, je dois aller le voir pour qu'on puisse en parler. Je parie que vous avez posé cette question parce que vous ne m'avez pas encore vu au sein des démocrates. Ne cherchez pas à connaître l'intention de la question. Votre rôle, c'est de répondre moi, de poser la question, monsieur. Vous allez revenir. Donc, quand vous dites que vous êtes très proche de lui, c'est-à-dire un jeune et une autorité de sa posture, qu'est-ce que vous vous dites? C'est toujours la question de Big Line, c'est ça? Ou bien il vous envoie, vous êtes changé de mission? Qu'est-ce que vous faites? Il y a mes aînés, par exemple.
Éric Kondete, qui est là. Mm. Le président Éric Kondete, il est là. Le président Achadi est là. Il y a l'honorable Godonou qui est là. Il y a même le fils de l'ancien président, mon frère Tchabi, qui est là. Donc, avec toute cette équipe, vous ne voyez pas qu'il pouvait plus avoir un secrétaire combiné plus avec cela. Je salue au passage mon C'est frère. vous-même qui avez utilisé l'expression très. Je vais même Donc, quand saluer on au dit très passage. proche, on veut comprendre comment cette proximité s'exprime. Vous oubliez qu'il est de Tchao et je suis de Banté. On parle la même langue. Donc, c'est mon papa. D'accord. C'est mon papa. C'est une histoire de région alors? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas de région. En fait, d'ethnie, je sais pas moi. Attendez. Donc, quand l'ancien président va à Ifani et toutes les mamans d'Ifani pleurent juste pour le voir, même à 1000 kilomètres de loin, juste pour sentir sa présence. Ah, le voilà là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a, je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Ce qui est sûr, c'est, je le veuille ou pas, c'est mon papa. D'accord. Son fils, sa fille, il a des enfants qui sont plus âgés que Thibaut. Il a des enfants qui sont moins âgés que Thibaut, qui vont m'appeler grand frère. Ce qui, ça veut dire que c'est mon papa. Et je lui dois toujours du respect. Du moment où tout le Bénin le porte, pourquoi ne pas le porter? Je voulais saluer même un de ses fils, Prudence Tessie, qui vraiment le... Donc, je vais lui dire merci parce que, au moins, grâce à Tessie, quelqu'un comme Tessie, on entend les nouvelles de papa. Donc, moi, je suis loin d'être son secrétaire, mais je suis son fils. Son fils très bien aimé. D'accord. Alors, c'est vous-même qui avez évoqué tout à l'heure que vous parlez la même langue. Vous avez rappelé tout à l'heure également ces événements de Kadiaou et après les événements qui ont pris corps à Banté en 2021. Avec le recul, Monsieur Dubogou, est-ce que vous direz que il y a un certain clivage, excusez la question, je la pose quand même, Icha, Ife, Ichabe. Votre question va m'amener à quitter un peu le cadre démocratique et rentrer un peu dans le panafricanisme. Quand j'étais la dernière fois en Côte d'Ivoire, ils m'ont appris un peu de leur langue le jour-là. Et je me suis débattu dedans. Quand Yahi Boni vient à Lokossa et il dit Mifon Gandia, est-ce que c'est sa langue qu'il a parlé? Cette affaire de région a été bannie depuis le temps, genre depuis 90. Et pour que ça ait réellement de solutions d'apaisement que nous vivons aujourd'hui, il y avait les monseigneurs Isidore de Souza qui s'étaient impliqués dedans. Parce que, avant cette conférence, non, juste après la conférence, excusez-moi, en 91, il y avait les Hubert Maga et les Kérékou qui voulaient réellement faire monter la population du Nord. Et ce n'est que par l'intervention du monseigneur Isidore de Souza, paix à son âme, que ça a été banni jusqu'à aujourd'hui. Je me lève ici tout de suite de Cotonou et je vais à Malanville. Je suis accueilli comme un Béninois. Donc, j'aime pas du tout, très souvent, parler de ces genres de problèmes. Non. Tout Béninois que je vois aujourd'hui, c'est mon frère. Tout Africain que je vois aujourd'hui, c'est mon frère. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui nous ont liés. Beaucoup. Beaucoup. Même vous qui êtes là. Si on commence à Banté, c'est pas le nom de Valentin Jonathan que vous avez appelé. C'est pas le nom de Monsieur Adjavon que vous avez appelé. Vous avez appelé le nom de Komi Kouché. Mais ça reste pas fait à des ça. Je n'oublie jamais personne. C'est vrai. Le ministre Komi Kouché est de Banté. C'est vrai. Le ministre Valentin Djanotin Agossou n'est pas de Banté. Mais il est proche de Banté. Mais attendez, pourquoi vous voulez mettre de division? Excusez, hein, c'est pas vous seul. Beaucoup. Marie, ça va, c'est pas le mari. D'accord, donc avec le temps... C'est la même chose. Donc je l'appelle, si j'oublie quelqu'un, c'est que j'ai oublié. Mais forcément, partout où je vais, je dois parler de ceux-là qui sont dans cette situation. La prison, l'exil. Je dois forcément... D'accord. Et malgré cette proximité avec Boni Yahi, vous n'avez jamais jugé utile d'entrer dans son parti politique?
Pourquoi tout le monde est pressé que je rentre dans son parti actuellement? Il faut des stratégies. Ou bien il ne vous convainc pas? Ils sont le plus grand parti de l'opposition aujourd'hui. Je porte l'habit de l'opposition. Même si je suis dans un combat qui est un peu solidaire, on le veuille ou pas, c'est en meute que les animaux qu'on voit là gagnent souvent des combats. Donc, qu'on le veuille ou pas, on viendra se croiser. Que ce soit les démocrates ou autres partis de l'opposition qui épousent les mêmes idéologies que mon organisation, bien sûr. Mais pour le moment, l'idéologie prônée par les démocrates se retrouve dans l'idéologie de mon organisation. Il y a d'autres organisations aussi, d'autres partis aussi qui épousent les mêmes idéologies. Ce qui est sûr, on est en train de peser. Et d'ici là, on est en train de préparer, hein, vous allez entendre, plaise à Dieu, d'ici là, une déclaration d'adhésion. Aux démocrates? Pas aux démocrates, justement. À un parti qui épouse l'idéologie incarnée par l'Alliance conclave de la jeunesse. Et qui n'est pas les démocrates? Pourquoi vous voulez que ça soit forcément les démocrates? Vous avez dit que vous êtes proche du premier responsable de cette formation politique. Et je suis proche de lui. Vous êtes très proche de lui. Le sentiment. Et vous avez dit que vous parlez même la même langue. Le sentiment personnel. Ceux qui vous suivent, vos followers, trouveront bizarre que vous fassiez une adhésion dans une formation politique qui n'est pas le sien ou qui n'est pas la sienne. Le sentiment personnel que Thibault a avec l'ancien président, le docteur Thomas Boni Yayi, ne veut pas dire la même chose que mon bureau est en train de ressentir. Vous voyez Thibault devant vous, mais ce n'est pas Thibault seul. Il y a mon bureau qui est là. Et vous-même, vous savez, être à la tête d'une organisation, ce n'est pas facile. Donc, je ne peux faire de ma volonté. Je dois tous les convaincre, si possible, si on voudrait réellement aller vers les démocrates. C'est comme ça que si une autre personne voit que oui, ce que nous sommes en train de revendiquer, ce que nous voudrions là, il y a un autre parti qui épouse cette idée, on va encore aussi en discuter. Peut-être que moi, mes arguments que je vais donner pour qu'on se fédère avec les démocrates pouvaient prendre le dessus, comme pour lui aussi pouvait prendre le dessus. Parce qu'on le veuille ou pas, on est en train de causer de ça. On a ce qui est sûr. On va faire notre adhésion. Mais à quel parti nous sommes en train de discuter à l'interne? Et il faut... Parce que... À choisir, vous choisirez, vous irez naturellement aux démocrates, je suppose. Je ne suis pas encore prêt. D'accord. Allez. Monsieur Thibault Ogo, avec ce monde qui est derrière vous, j'ai dit les jeunes qui sont derrière vous, et ce monde également que vous côtoyez, vous avez dit que vous êtes en contact avec beaucoup de personnalités, dont l'ancien président de la République. Je n'ai pas dit que je suis en contact avec beaucoup de personnalités. Vous avez énuméré des noms. Et puisque je ne suis pas censé vous mentir, je vous ai confirmé. Vous êtes en contact avec l'ancien président de la République, Boni Yayi. Vous êtes en contact également avec monsieur Komekouché, attendez, j'ai une etc. organisation. Voici moi ma question. J'ai une organisation. Est-ce que ces personnalités qui sont déjà autour de vous n'ont pas une certaine influence sur votre positionnement aujourd'hui? Quel genre d'influence ils ont? Dans vos réactions qui peut-être ne sont pas toujours aussi spontanées? Non, il n'y a pas eu d'influence et il n'y aura jamais d'influence. Je suis libre, la CJ est libre, elle est indépendante. Aujourd'hui, la CJ a seulement eu à faire d'alliance avec un seul parti politique qui n'est même pas au Bénin. Jusqu'en Côte d'Ivoire, Mouvement de la Génération Consciente de Simone et Yves Gbagbo. Donc, je ne vois pas pourquoi vous insinuez beaucoup, hein, chaque fois à ce que, est-ce que ces contacts que tu as, si ça n'influence pas sur ta personne? Non.
ça n'influence pas. Puisque l'organisation est là. Tout ce que Thibaut fait, il faut que l'organisation décide d'abord. Je ne suis pas seul. J'ai mes membres, mes mandants et autres derrière moi. On vous voit beaucoup plus vous, hein, Monsieur On Ogo. me voit plus parce que eux tous, ils me disent, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est tout. D'accord. Alors, vous proclamez votre indépendance. La dernière fois qu'on a vu une autre personne à travers moi, j'ai ramassé les pots cassés. C'était à notre rencontre avec le président. C'est vrai, c'était pas Thibaut, mais c'était les conseils que Thibaut a suivis. D'accord. Alors, vous êtes très présent, Monsieur Ogo, sur les réseaux sociaux, ainsi que les jeunes d'aujourd'hui, réseaux sociaux qui sont une âme prêchante, ils permettent de mobiliser, mais aussi de désinformer, etc. Quel rôle joue-t-il concrètement dans l'engagement de la jeunesse, Monsieur Ogo? Au Sénégal, aujourd'hui, on a le président Diomaye Faye qui est président. Oui. Ok. Quand ils étaient dans leur combat, c'était à peu près, je vais dire, la même chose que nous vivons ici aujourd'hui au Bénin dans l'opposition. Je parle principalement de l'actuel président du Sénégal et de son premier ministre, Ousmane Sonko. Même les conscients étaient laissés tellement que, vous voyez, aujourd'hui, j'ai au moins eu l'opportunité de venir sur iTélé. Que je profite de l'occasion pour remercier tout le personnel pour tout ce que vous faites. J'ai la chance d'être devant vous aujourd'hui. Mais eux, dans le temps, ils étaient comme nous. Ils n'avaient même pas l'opportunité d'aller sur les médias. Mais qu'est-ce qui les a fait écouter leur vision et leur ambition jusqu'à ce que quand Macky Sall les avait mis en prison, la population a voulu, par leur innocence, qu'ils sortent. Et il y avait eu la liesse populaire. C'est les réseaux sociaux. Et je profite de l'occasion pour dire à la jeunesse béninoise, cette jeunesse éprise de paix et de justice, qui difficilement, bien sûr, trouve 100 francs pour aller activer 50 mots, ou carrément trouve 500 francs pour aller activer 450 mots, alors que dans d'autres pays, avec 500 francs, s'ils sont en promotion, vous avez 2 gigas. Seuls les réseaux sociaux peuvent nous permettre à ce que notre grand-père, ce qu'on dit ici à Cotonou, on voudrait bien que notre grand-père qui vit cela dans le village puisse ressentir. C'est pas les réseaux sociaux. Mais c'est pas simple geste. C'est pas les réseaux sociaux. La seule chose qui est un frein pour la jeunesse, c'est les lois, le code numérique. Et ils doivent, avec tout ce qui se passe, avec l'arrestation, la dernière fois de mon frère, Hugues Soupé, on doit savoir que les pièges sont partout. C'est comme des mines dans la forêt. Les pièges sont partout. À nous de savoir comment déminer. Les réseaux sociaux seraient-ils alors un espace de non-droit pour vous? Vous n'avez pas remarqué que depuis ma sortie, le 7 juin 2024, jusqu'à aujourd'hui, 1 an comme ça, comment j'étais fréquent sur les réseaux sociaux avant et maintenant, c'est un peu réduit. C'est un peu réduit parce que quoi? Même la dernière fois, moi-même, j'ai eu à faire l'erreur là. Où il y avait une vidéo du terrorisme qui avait circulé où les djihadistes étaient en train de tirer sur le goudron. Une dame, laissant un audio WhatsApp, expliquait que c'était à Tanguieta. Bête que j'étais, je n'avais pas fait mes renseignements. J'ai en même temps pris la vidéo et dénoncé aussi sur mon compte TikTok. Et quand je l'ai fait, mais en même temps, ça n'a pas fait 72 heures quand l'OCRC m'a sonné. Et quand l'OCRC m'a sonné, en même temps, je me suis référé à cela. À monsieur Ogo, est-ce qu'on peut vous voir? En même temps, j'ai commencé par réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et je me suis référé vers là-bas. C'était une erreur de communication. J'ai été obligé de repartir et de supprimer. Je me suis présenté devant le directeur de l'OCRC. Il lui a dit, monsieur le directeur,
excusez-moi, c'était une malcompréhension. Je n'avais pas fait les renseignements avant de publier cela. Et quelque part, ils avaient raison. Ils avaient raison parce que c'est des choses... J'ai fait l'armée, je vous ai dit. Bien sûr. Avec cette communication, l'armée est embrouillée. La tête de l'armée qui doit prendre des décisions et qui est sur le terrain de combat, il voit ce truc. Mais voilà qu'il a déjà envoyé une équipe à Tanguieta et il apprend cela. La première des choses, combien de personnel j'ai perdu encore? Quel compte rendu donné? Ça va dérouter. Vous avez reconnu votre erreur, mais très peu le reconnaissent. Qui sont ceux-là? Très à charge. Qui sont ceux-là? Et on reproche à l'État, on reproche à la justice de chercher à comprendre ces personnes. Qui sont ceux-là? Qui mettent, parce que eux, tous les jeunes reconnaissent les limites de leur communication, telles que vous l'avez reconnu dans votre cas à vous. Je pense bien qu'ils le reconnaissent. Sauf que avant de tuer son chien, on l'accuse de rage. Tu peux tout dire. Je n'avais pas fini mon exemple. D'accord. Devant la justice, il n'y avait pas eu de preuve. Il n'y avait rien pouvant m'accabler. Preuve de quoi? De l'exemple que vous donnez? De mon arrestation, justement. Mais pourtant, on m'avait mis dans le groupe des terroristes, appartenance à une organisation terroriste. Non, on a déjà parlé de cet épisode-là. C'est ça, je vous dis. Je suis en train de référer cela. Quelle preuve? Revenons sur les jeunes et les réseaux sociaux. Vous avez donné votre exemple à vous. Vous vous êtes très vite ravisé quand vous avez compris votre erreur. Peut-être qu'avec le temps, vous vous êtes éduqué sur ce qui concerne le code du numérique. À qui revient à votre lecture, à vous, la responsabilité justement d'éducation de ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne comprennent rien des réglementations en vigueur? C'est l'État. C'est l'État. Les parents font quoi? C'est l'État qui a une volonté. C'est que il n'a pas la volonté d'accompagner cela pour que ça soit réellement bien pour le bon vivre. D'accord. De la jeunesse béninoise. Quand vous prenez la population béninoise en pourcentage, combien sont instruits? La vendeuse du maïs grillé là, hein? La vieille mère là que vous voyez griller de maïs, elle a Android et elle fait audio. Maintenant, supposons un instant que le gouvernement... Et la vieille mère ne sait pas que quand on pose un acte, ça a des conséquences. La vieille mère ne le sait pas. Elle ne sait pas. Ah, supposons un instant que cette vieille mère, hein, on lui envoie un audio, peut-être du gouvernement, qui ne protège pas quelque chose dans le secteur qu'elle fait comme activité. Et par colère, elle commence par insulter, par dire ce qu'elle ressent intérieurement au gouvernement. Voilà que le gouvernement n'aime pas qu'on le critique de cette manière. Ah, c'est ce qu'il vous a dit? Si le gouvernement aimait qu'on le critique de cette manière, j'irai en prison 2 fois. Le dirigeant doit savoir que là où, depuis le jour où on l'a installé comme ça, il est devenu un tas d'ordures. Et que tout saleté doit venir sur ta tête. Et à lui d'expliquer comment arranger cela. Mais pas pour remettre l'ordre public en cause non plus. L'exemple d'une dame qu'on avait eu entre 2019 et 2020, si c'est pas maintenant qu'on ne l'entend plus. Et elle faisait des audios en fond. Et dans ça, vous allez entendre toute la merde qu'elle racontait au président Patrice Talon. Ça suffit qu'on traque cette dernière jusqu'à vouloir l'arrêter et l'enfermer parce qu'elle a dit ses 4 vérités, ce qu'elle ressent en tant que citoyenne, en tant que mandataire de celui-là qui est locataire à la marina, pour vouloir lui dire la vérité. Et celui-là maintenant va vouloir, la police ou l'armée va vouloir arrêter cette dernière. Est-ce que cette dernière sait que celui à qui, même si elle a voté pour cette personne-là, celui à qui, justement, représente une... Est-ce que vous avez le respect des institutions, finalement? Est-ce que vous savez que l'État est le garant du bon vivre de l'être humain que nous sommes? Tel que vous le proclamez, c'est la même chose que le citoyen a une obligation de respect vis-à-vis des institutions. L'échec vient si vous ne respectez pas, donc, parce que... L'échec vient de l'État. Si à vous résumer, vu que l'État a échoué, on ne peut pas demander à l'autre d'être responsable. C'est ça. Attendez. Oui. L'actuel porte-parole du gouvernement, Monsieur Wilfried Béon-Mbidi, il fut journaliste, oui ou non?
Allez-y, je vous écoute. La communication de la présidence se base sur lui, oui ou non? Maintenant, même s'il a une équipe, vous croyez que l'État n'a pas les moyens d'ordonner à toutes les chaînes du Bénin de passer au moins 30 minutes de communication en n'importe quelle langue pour sensibiliser sur ce code numérique et prévenir la population? La communication, comment expliquer? Forcément, c'est là. En fait, c'est sorti. Si nous, qui sommes peut-être des acteurs politiques, nous n'avons pas les moyens d'aller dans des cadres. Supposons un instant, si vous ne m'avez pas appelé maintenant, je serai là peut-être ou carrément je vais écrire quelque chose. Et si j'écris et j'ai pas peut-être un admirateur qui va transmettre ce que j'ai écrit dans de l'oral pour peut-être pouvoir partager aussi et montrer, genre expliquer ce que voudrait Thibaut pour la conscience de la jeunesse là. Pensez-vous que ça va prendre? Ça va pas prendre. On nous a fermé toutes les portes. Et le réseau social qui est là, on n'est pas là pour contrôler tous ces jeunes qui vont faire truc là. Même si on veut les sensibiliser, même si on veut les contrôler, ils vont déjà tirer. La balle serait déjà partie. Avant que nous ne voyons que, ah, il a fait une erreur et qu'on s'y mette. Mais du moment où l'État a les moyens, à l'État de sensibiliser, de communiquer, l'État ne serait normalement jamais découragé de faire ce genre de communication parce que ça va dans le bon vivre de la population. Ils vont en prison, c'est une charge pour l'État. Alors que s'ils sont dehors, ils vont apporter de plus-value à l'économie de notre pays. Dans votre cri de cœur, alors, Monsieur Ogoueno, maintenant, à cette rencontre, vous avez été l'un des invités du chef de l'État lors de la séance avec la jeunesse. Comment vous vous êtes fait enrôler? Il y a une organisation. L'organisation a une adresse mail. L'État, c'est pas seule mon organisation, ils ont invité. Et si j'allais même être un peu dur avec vous, avec beaucoup de rumeurs qu'il y a sur ma tête après cette rencontre, je vais vous demander comment est-ce que mon organisation a eu l'invitation d'aller se présenter en Côte d'Ivoire pour une activité panafricaine. L'organisation est reconnue. Moi-même, c'est même une fierté pour moi. Ça veut dire que je fais partie des jeunes qui font fléchir le genou du président Patrice Talon, ce qui n'est pas permis à tout le monde. Jusqu'à ce que le gouvernement, la rupture, reconnaisse le mouvement Alliance Conclave de la jeunesse et invite le mouvement à cette causerie de la jeunesse, ça veut dire que je me suis, genre l'organisation, l'Alliance Conclave de la jeunesse s'est imposée à l'État, justement. Bon, n'est-ce pas justement aussi une preuve que c'est pas contre votre personne, tout ce que vous reprochez aujourd'hui au gouvernement de Patrice Talon, que quand les dérives arrivent, il faut sanctionner quand il le faut. Et quand il n'y a pas de dérive, il faut fonctionner normalement. Est-ce que vous croyez, si ça va comme ça, je reviendrai à la parole du président de Bénin, serait un pays de pagaille, ce que nous ne voudrions pas. Donc, mon organisation, bien que ils ont dit dans leur code, c'est là. Bon, pourquoi est-ce que le président a accepté de reconnaître un mouvement aujourd'hui et ne peut pas essayer d'accepter son échec dans cette révision du code électoral pour que réellement nous enlevions les 20%, pour donner la chance libre à tout Béninois. Donc, votre présence au palais prouve que votre mouvement à vous a de l'écho. Ce qui est sûr, oui, à cause de notre endurance, de notre créativité au sein du mouvement Alliance Conclave de la jeunesse, le gouvernement l'a reconnu et l'a invité. D'accord. Lors de ces échanges, Monsieur Ogou, vous avez plaidé pour ceux qui sont en prison. Alors, le chef de l'État a répondu, je reviendrai à la réponse. D'où vous est venue l'inspiration de ce plaidoyer? D'abord, tous ceux qui sont sous le coup de la loi, c'est pas eux tous qui sont en prison. Il y en a qui sont en exil. C'est l'alliance, ça. Il y en a qui sont en exil. Il y en a qui sont au pays. Je viens de donner l'exemple de ceux-là
qu'on avait libéré, j'ai oublié la date, mais c'était le jour où le président français, Emmanuel Macron, venait au pays. Un mercredi, j'étais en prison. Et on les a appelés. Parquet urgent, parquet urgent. Et on les avait libérés. Ceux-là, là, tout ce nombre, ceux libérés même avant, tout ce nombre, à part genre ceux-là qui ont été condamnés avec moi, où j'ai plaidé la dernière fois, on avait libéré près de 400 détenus, où on avait 40 et quelques, ou bien 20 et quelques détenus dedans là. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, vous devez savoir que la prison n'est pas une chose facile. Même à votre ennemi, ne le demandez pas. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais en prison quand l'ancien ministre Alessandro Ntondi était venu, quand le professeur Joël Aïvo était venu. On a fait 1 an et demi enfermé. Un professeur, un constitutionnaliste, même s'il a les moyens, imaginez, loin de sa famille. Ses enfants fêtent leur anniversaire des moments, on se voit là. Ce que la prison m'a gâté, moi, je ne peux pas le dire. C'est parce que il y a une image qu'il faut forcément inculquer à la jeunesse béninoise, que je tiens toujours et je m'y accroche toujours. Parce que la prison, ça gâte toute une vie. L'homme a peur de 2 choses dans ce monde. La mort. Même là où vous êtes, et on est en émission, on est en débat tout de suite. Si vos patrons viennent tout de suite et frappent et dire, vous avez une convocation, est-ce qu'on peut continuer le débat? On ne peut pas. L'homme a peur de 2 choses, hein, la mort et la prison. Maintenant, on t'envoie en prison, ça veut dire que tu es demi-mort. Il y en a qui sont actuellement encore en prison, qui ont perdu leur femme. Il y en a qui sont mortes. Il y en a qui ont pris la résolution de dire, franchement, je ne peux plus, je veux partir. Et elles sont parties. Il y en a qui ont perdu tout ce qu'ils ont comme activité. Ils ont perdu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup de choses. Pour ça, je suis obligé de me mettre dans la posture que vous m'aviez vu. D'abord, c'était même pas ma volonté. Moi, je m'étais dit, quand on a, parce que j'étais en Côte d'Ivoire, quand le truc, l'invitation de la présidence était venue, et puis on m'a rendu compte. À ma descente, oui, je sais que les AME sont dans des situations. Je sais que dans nos hôpitaux aujourd'hui, on a de problèmes. Je sais que on a plein de problèmes. Mais ils m'ont dit quoi? Tu as fait la prison, président. Quand tu étais là-bas, on sait comment on était. Quand le berger est pris, les brebis s'éparpillent. C'est la même situation avec Madame Ricard Madougou actuellement. C'est la même situation avec le professeur Joël Aïvo. Excusez-moi beaucoup. C'est la même situation avec Olivier Bocor. C'est la même situation avec juste Flavius Ewinsu qui est en exil. C'est la même situation avec Adiabon Sébastien, Léali Soglo, l'ancien ministre Dianoté. Ils sont tous dans la même situation. Et une fois que moi j'ai vécu cela, je pense bien que je dois être fier de montrer à celui qui a au moins le garant aujourd'hui de nous décrisper cette situation dans le Bénin, parce que depuis 2021, on ne fait que pleurer cela. Je suis sûr, et genre, j'étais obligé de me mettre dans la peau d'un humain, pas d'un négociateur politique, mais d'un humain, ce qui a fait que je devrais forcément montrer au président Patrice Talon que cette jeunesse, ou bien ces hommes politiques, que genre, on t'a fait un compte rendu ou que tu qualifies toi-même de destructeurs. Ce ne sont pas des destructeurs, c'est des êtres humains. Je parie que le jour-là, le président, même s'il était n'importe comment, il avait vu en moi que ce que je demandais était humain. Vous vous rendez compte que vous êtes
officiellement le seul à le porter comme ça, en tout cas dans cette forme. Je m'étais déjà préparé et je savais qu'après cela, j'aurai tous les coups qu'il faut. Mais je le fais pourquoi? À cause de mes frères, de mes papas et de mes sœurs. Tous ces enfants du Bénin. Tous ces enfants du Bénin. Si ma demande pouvait l'amener à gracier jusqu'à 9 000 ou bien 5 000 comme Ouattara, le président Ouattara de la Côte d'Ivoire, je serai aux anges. Bien. Le chef de l'État vous avait répondu. Il a répondu. Vous n'avez pas précisé, vous avez juste dit ceux qui sont sous le coup de la loi. Ouais. Il a perçu le cœur de votre préoccupation. Il vous a donné une réponse. Oui. Là, je le paraphrase aussi. Il a déjà eu à gracier. Est-ce qu'il faut systématiquement gracier, etc. Vous étiez là, donc vous l'avez entendu directement. Nous, on l'a entendu dans les médias. Alors, cette réponse, quelle lecture vous en faites, Monsieur Ogo? Non, je n'ai pas d'études à faire à cela. J'ai la foi. Que dites-vous de cette réponse? Si je me suis mis devant le président, Patrice Talon aujourd'hui, que j'étais prêt à combattre, même dans le sang, et que l'esprit me ramène à me rabaisser à ce niveau, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Il a donné, lui, sa réponse. Et dans sa réponse, j'ai compris qu'il était en train de me dire, c'est un poids sur ma tête. C'est vrai que je suis le noyau, mais ça ne dépend pas de moi seul. Laisse-moi le temps de chercher encore de mon côté à convaincre ceux-là qui sont avec moi. Au cas contraire, dans sa réponse, ce que je suis en train de comprendre, au cas contraire, je peux sortir ceux-là qui n'ont pas trop de poids maintenant. Mais quand on va boucler l'histoire peut-être, des dépôts de dossiers et autres, et on sait que oui, quand les gens sortiront, il n'y aura pas de feu dans le Bénin. Et je suis rassuré qu'il n'y aura pas de feu, je les sortirai. Mais moi, je vais toujours lui dire, et je profite encore pour lui dire, cher papa, cher président de la République, soyez sûr et ayez confiance que le Bénin ne va pas prendre feu. Sortez-les pour qu'ensemble, on puisse réellement rehausser notre pays, parce que ce n'est que ça que nous avons de cher. Après cette réponse du chef de l'État et tout ce que vous avez dit, est-ce que vous êtes sorti de cette rencontre différent de ce que Ogo était avant d'entrer au palais de la République? J'ai failli encaisser ce coup. C'est-à-dire? J'ai failli commencer par nourrir de regrets en moi. Pourquoi? Mais au premier appel, quand j'ai décroché, je me suis encore redonné espoir. Qui vous a appelé? C'était un admirateur. Il sonnait 23 heures. D'abord, en même temps, 21 heures, 22 heures et quelques. Un jeudi, je crois, quand il m'appelle, j'étais même pas à la maison. Il dit, président, je viens de t'écouter et j'ai les larmes aux yeux. Si Dieu pouvait toucher son cœur, franchement, mais j'ai espoir que Dieu peut prendre part le plus insignifiant pour faire quelque chose. Et c'est peut-être ce que Dieu est en train de vouloir faire. J'ai espoir. Qui est Thibaut? Pour que le président, vous connaissez, vous et moi, vous savez très bien, je n'avais pas vu ce jeune qui pouvait se mettre devant lui ce jeudi-là pour pouvoir parler de libération des détenus. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Maintenant, c'est dans ça qu'on veut que Thibaut reste devant le président pour dire, Monsieur le Président de la République, les jeunes du Bénin voudraient la libération des détenus politiques. Non. Et donc, ce que j'ai dit, c'est quoi? On ne veut pas aller prendre le fétiche et on fait tomber le féticheur. Il ne va pas te donner ça. C'est comme la souris pour bouffer tes ongles là. Ça envoie un peu d'air et ça bouffe un peu. Je pense bien que si le président pouvait nous écouter cela, franchement, je lui redis encore cela, parce que je lui avais dit ça. D'accord. S'il pouvait nous faire cela, franchement, ce serait un grand cadeau qu'il aurait eu à donner au Bénin. Et je dis ça ne veut pas dire
que je pactise déjà avec Patrice Talon. C'est vrai, nous sommes en politique. Ça ne veut pas dire, c'est ça. Ça ne veut pas dire que je pactise déjà avec Patrice Talon à cause des rumeurs. Beaucoup disent, non, tu ne devrais pas aller. Non, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Mais si je ne vais pas, en tant que personne témoin de la prison, il n'allait pas comprendre. Je parie très bien que même le président, c'est parce qu'il s'était contenu, sinon il allait pleurer. C'est un être humain. Même s'il se voit dur, c'était le jour-là, moi j'ai vu ça en lui. Et c'est pourquoi il a donné cette réponse. Et moi-même intérieurement, je pense bien que beaucoup de jeunes ont compris. Il a dit intérieurement, indirectement, il nous disait que la décision, c'est vrai, il est au centre, mais la décision ne vient pas de lui. Et je convie tous ceux-là aussi, qui sont proches de lui, à nous aider. Aidez-nous à lui demander. D'accord. À ce que nos frères soient libérés et que ceux qui sont en exil viennent au pays. C'est notre souhait. C'est une demande que toute l'opposition porte, en tout cas. Pas toute l'opposition, tout le Bénin. Le maçon qui était employé par Sébastien Adjavon n'était pas politique. Le maçon, monsieur, ça ne fait pas tout le Bénin. Non, il y a des Béninois qui ne connaissent même pas cette affaire-là. Le maçon qui n'est pas politique. Laissez-moi vous poser ma question. C'est un Béninois. Bien sûr, donc. Le menuisier ou bien le mécanicien qui répare peut-être la voiture de Dame Rekiat Madougou et ou carrément du professeur Joël Aïvo. C'est un Béninois, c'est pas un politique. Mais ça fait pas ceux-là font au moins que ces Béninois-là ont d'entrée parce qu'ils leur donnent ils leur font des prestations. Je suis d'accord avec vous, monsieur Ogo. C'est la demande du Bénin. D'accord. Alors, quel est l'écho que ça a eu dans le rang de ceux qui étaient également là au nom de l'opposition, qui portent aussi cette demande? Non, je pense bien que ça aura d'effets positifs. Damri Kiatmadougou. Non, je parle du parti Les Démocrates. Oui, de la représentation. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a épousé cette demande-là? Épouser ou pas, excusez-moi, épouser ou pas, Damri Kiatmadougou n'est pas du mouvement Alliance Conclave de la jeunesse. Le professeur Joël Aïvo n'a pas fait peut-être une alliance avec, ou carrément la génération Aïvo n'a pas fait une alliance avec l'ACJ. Adjavon ne connaît même pas ACJ, on ne s'est jamais appelé. Dianotin n'est pas ACJ. Biodraman Tidjani n'est pas ACJ. Je pense bien que tout ce grand monde-là, c'est démocrate. Donc si les démocrates aujourd'hui vont nourrir peut-être une négativité, même à 0,001, c'est qu'ils ont tort. Bon, excusez-moi, mais je pense que cela les a fait du bien. Et ils sont contents. Beaucoup m'ont appelé et m'ont félicité. Ils m'ont dit, notre fils, ce ne serait que comme ça que tu allais faire. On a écouté par exemple le secrétaire à la communication du parti Les Démocrates sur cette demande que vous avez faite. Dans sa réaction, on lui a demandé qu'est-ce qu'il en dit. Il a dit, Thibaut Ogou, il n'était pas en loi par exemple. Là, je paraphrase un peu, vous l'avez certainement suivi. Ça vous fait quoi de l'écouter dire comme ça, de l'écouter dans ses propos? Non, attendez, ça vous fera quoi, hein, Dame Togoula? Excusez-moi, ça vous fera quoi si vous vous habillez tout de suite comme ça et à une cérémonie, on voit que la première dame s'est habillée comme vous? Ce serait une fierté. Si quelqu'un voit que le président était en blanc, Thibaut était en blanc et veut coller une image, c'est son problème. Pourquoi vous n'étiez pas en noir? Merci. Est-ce que pour venir à une réunion là, on notifie le truc là? On notifie l'habit qu'il faut porter? On ne notifie pas. Ils vous ont pas fait part d'un dress code opposition et proche de l'opposition? Et je ne le savais même pas. C'est comme ce qui est sûr, je savais qu'il y avait une rencontre de toute la jeunesse. Mais je ne savais pas que cette décision de se mettre en noir allait être porté peut-être par les démocrates. Parce qu'on n'était pas en communication. Moi, j'étais venu, j'avais quitté la Côte d'Ivoire à 2 jours de la rencontre. Donc, j'étais venu tardivement. Je n'avais pas l'occasion de peut-être chercher à rendre compte à mes éléments qui sont dans les démocrates et autres, à mes contacts, pour que ensemble on puisse harmoniser. C'était l'erreur. Mais c'est pas l'habit qui compte. C'est ce qui est sorti. Ce qui est demandé. Et quelle a été la réponse de celui qui a toujours l'habitude de dire
concernant prisonniers politiques. Non. Il a dit quoi? Il va y penser. C'est une victoire pour la CJ. C'est une victoire pour Thibaut Ougou. Que ce soit Bomba Blanc, que ce soit Jacket Blanc, on s'en fout. L'essentiel, c'est la promesse. Ceux qui vont faire de polémique n'ont qu'à faire de polémique. Ce qui est sûr, dans la continuité, ils verront que, oui, ils sont toujours droits dans leur décision. Et après cette demande, vous allez continuer certainement le plaidoyer pour que le cœur fléchisse finalement. On est toujours en train. Même avant de venir ici, dans cette semaine, on a déjà adressé des lettres à des institutions. Il y a par exemple le médiateur, le président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée, à tous ceux-là qu'on a adressé une lettre encore pour leur demander de mettre le sel dans cette sauce pour que nous puissions bien manger. Bien, on est au thème de ces échanges, on n'a plus beaucoup de temps, mais on ne saurait finir avec Thibaut Ougou sans se projeter vers l'avenir. La machine 2026 est déjà mise en branle. Alors, vous avez appelé la jeunesse à s'unir et tout. Après ces échanges que vous avez eus avec le chef de l'État, pas que vous, en tout cas de la jeunesse avec le chef de l'État, sa réponse au tout. Pour 2026, vous allez vous battre pour qui? Ou pour quel camp? Nous allons, je vous ai donné la réponse au cours de l'émission. Nous allons nous pencher du côté de celui qui épouse les mêmes idéologies que la CJ pour que la jeunesse béninoise se sente réellement impliquée, pas hors du jeu. Vous vous battrez pour le successeur de Patrice Talon ou vous battrez pour le candidat que l'opposition, en tout cas, si elle en a. Ce qui est sûr, le candidat qui viendra de l'opposition, le candidat que le peuple béninois dira, oui, c'est lui. Et ce peuple béninois, je crois aujourd'hui que son opposition se résume en un parti, les démocrates. Donc, nous sommes en train de les regarder. Parce que si aujourd'hui la CJ se déclare et intègre au sein des démocrates, excusez-moi, il y aura beaucoup de guerre. Parce que nous, partout où nous irons, nous allons imposer à ce que la jeunesse puisse être témoin des décisions, pas un colporteur, non. Donc, et vous êtes sûr que vous aurez encore cette indépendance si vous venez dans la grande masse? Cette indépendance que vous proclamez, que vous déclarez, à laquelle vous tenez, vous êtes sûr que vous allez la conserver? Me connaissant et suivant souvent mes activités. Il y a ce qu'on appelle discipline de groupe dans les partis politiques. C'est ça, je vous dis, me connaissant et suivant mes activités. Vous pensez que même étant au sein des démocrates, je n'allais pas revendiquer ce qui est de droit pour les militants démocrates? Je n'allais pas réclamer ce qui est de droit pour la jeunesse? D'accord. Il y a un règlement intérieur. Et ce règlement intérieur dit tout ce que le parti doit à la jeunesse et ce que la jeunesse doit à ce parti. Oh. Donc, si on veut s'imposer, il y a les tests sur lesquels il faut se baser. Et genre, la persévérance de cette jeunesse que nous constituons. C'est pas parce que il y a les aînés qui sont là et alors comment tu vas? J'ai quelque chose pour toi, hein? Non. À la jeunesse de dire, mais si vous pensez qu'il faut faire ça comme ça, là, nous, on est en train de voir un trou devant. Mais essayons de contourner autrement. C'est cette jeunesse que je vais incarner si réellement je faisais mon appartenance à un parti politique. Bien, nul doute, vous ferez campagne pour un candidat de l'opposition. Mais dans ce combat-là, de quel Bénin vous rêvez, Monsieur Ougou, après Patrice Talon? Rapidement, là, c'est les questions-réponses vite fait. Un Bénin où le chômage, le sous-emploi, l'accès limité aux droits, ne serait pas cause. Un Bénin où le mérite est récompensé. Là. Il faut que chacun fasse ce qui est bon pour lui et qui peut, prouve ce qu'il est capable de faire et gagner la sueur de son front. Il faut un pays où la justice que nous combattons aujourd'hui soit réellement renversée pour qu'il y ait une justice un peu limpide, même si c'est la justice humaine. Il faut un Bénin où le social puisse revenir. Et si un candidat voit aujourd'hui qu'il peut supporter, soutenir cette jeunesse que nous constituons, qui peut nous
former à l'entrepreneuriat, hein, qui peut nous aider à bien nous performiser, je vais dire, dans nos créations où le réparateur de chaussures peut déjà, béninois, jeune, peut déjà commencer par confectionner des chaussures, des sandales et autres pour que nous puissions exporter. Le cultivateur jeune puisse être intéressé et avoir l'appui du gouvernement peut-être dans un futur pour avoir les machines qu'il faut et améliorer sa rente et autres. C'est ce candidat que nous voudrions. Un candidat compréhensible. Un candidat qui ne fera pas une guerre, une chasse aux sorcières. Oui. Un candidat qui aura en pensée la jeunesse béninoise, l'émergence et l'évolution de notre pays. Si vous avez aujourd'hui un message unique à adresser à la jeunesse, quel sera ce message, M. Oko? La réussite n'est pas facile. La jeunesse béninoise doit savoir que la réussite n'est pas facile. Et si on vient de loin, on doit ménager notre monture. Et pour leur dire une vérité, ils doivent savoir que la politique qui doit réellement libérer notre pays, donner la paix du cœur à notre génération de jeunesse, cette politique n'est pas encore sur le terrain. Donc, on est obligé de faire avec aujourd'hui. Mais on se prépare pour réellement ramener cette politique-là. Parce que jeunesse peut. Qui ne se décourage jamais. Jeunesse peut. Et tous ceux-là, mes frères qui sont en prison, mes frères, mes pères, mes mères qui sont en exil, je vais leur dire que l'espoir est toujours permis. Ils n'ont qu'à tenir. Ils ont déjà tenu pendant 9 ans. C'est pas 6 mois, c'est pas 9 mois qui va les tuer. Et j'ai confiance à la jeunesse béninoise. C'est une jeunesse qui ne se laisse pas aller. Merci beaucoup, Thibaut Ogou. Vous êtes activiste politique. Avec vous, nous avons fait le tour de votre combat, de cette jeunesse que vous dites incarner. Vous avez expliqué que c'est en clair tous les Béninois en réalité, que ce soit les jeunes d'un certain âge, que ce soit les jeunes d'un autre âge ou d'un âge certain. En tout cas, tous ceux qui, selon votre lecture, subissent des injustices, vous travaillez à ce que la justice soit rétablie, vous travaillez surtout à la sensibilisation afin que les droits ou les lois qui sont mal comprises puissent être comprises. Nous avons parlé de ces échanges avec le chef de l'État, surtout de votre demande et de la réponse du chef de l'État, vous avez répondu. Merci beaucoup pour votre disponibilité. À moi de vous dire merci. Et à la jeunesse béninoise de vous dire merci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'entretien. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit et je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques et télé avec vous pour